Nous sommes le lundi 28 avril 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition. Voici les titres qui vous seront développés. Ouverture de la deuxième séance publique de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2025. Conformément à l'article 52 de la Constitution et en Nouvelle du Monde, une attaque des drones israéliens a fait un mort dans le sud du Liban. Voilà pour les titres et merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec cette séance présidée par le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta. Et ce donc en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement ainsi que l'ensemble des parlementaires. À l'ouverture de cette séance, M. Dileta, Mohamed Dileta, a invité les reporters de commissions permanentes à présenter le rapport sur le projet de loi préalablement examiné en travaux des commissions. La séance a également permis l'adoption des projets de loi fixant les orientations de la politique nationale de volontariat instituant le Corps national des volontaires djiboutiens. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed est revenu dans son intervention sur la situation financière de plusieurs établissements publics et les efforts engagés par le gouvernement pour améliorer donc cette gestion financière et comptable de ces institutions. Parmi les établissements évoqués, la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, a été citée en exemple pour la solidité de ses états financiers et la pertinence des réformes entreprises en matière de gouvernance interne. À l'issue donc des débats, l'ensemble des projets de loi inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés à la majorité avec la clôture des mots de son Excellence, le Premier ministre, ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, donc faisant son ouverture du discours, il a rappelé que les progrès notables enregistrés dans les traitements de l'examen des comptes financiers des années antérieures résultent d'une dynamique de concertation renforcée visant donc à consolider la culture de la reddition des comptes et à promouvoir également la transparence au sein du secteur parapublic et à garantir un contrôle rigoureux de l'utilisation des ressources publiques. Pour sa part, le Premier ministre donc a rappelé aux membres du gouvernement les priorités de ce gouvernement. Écoutons à présent donc le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta, Mohamed Dileta. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, bienvenue pour cette deuxième séance publique de la première session ordinaire 2025. La plénière de ce lundi 28 avril comporte 8 projets de loi, dont l'examen des comptes annuels de 7 établissements publics et un texte d'une portée des politiques nationales. Écoutons à présent donc les questions-réponses entre les membres du gouvernement et les parlementaires. Le projet des centres régionaux d'excellence en formation, par assimilation retenu par l'AVD, pourrait-il transformer concrètement la qualité des formateurs de l'ISS et répondre aux besoins spécifiques du système de santé djiboutien? Et comment l'ISS et les autorités publiques pourraient améliorer la répartition géographique des diplômés en santé afin de répondre aux besoins des régions, et tout en évitant les tensions liées à éventuels quotas ou contraintes d'affectation. Merci, monsieur. Grâce à la simulation aujourd'hui, on peut parfaitement simuler et permettre à l'étudiant d'exercer de façon, je dirais, très pratique, augmenter sa capacité pratique. Alors, pourquoi un centre régional? Il n'y a pas de centre dans toute la région. Nous voulions, encore une fois, et ça a toujours été nos ambitions, celles du président de la République et celles du gouvernement, de porter Djibouti comme phare de la région Afrique de l'Est, et introduire les technologies dans notre système de santé est quelque chose qu'il faut prévoir, qu'il faut encourager et qu'il faut améliorer. Et c'est dans ce cadre-là
En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu la formation par simulation, on les invite à venir à l'Institut des sciences de la santé. La question épineuse, je dirais, de la répartition géographique des affectations nous touche tous. Quand vous faites une belle structure comme celle qu'on a inaugurée, par exemple, dernièrement à Tadjoura, c'est de se dire, aurons-nous les personnels suffisants pour travailler, pour exercer dans cet hôpital, ou est-ce que tout le monde ne voudra pas repartir sur Djibouti-Ville et créer une hémorragie par rapport à tous ces centres qu'on développe dans les régions pour avoir une proximité dans nos systèmes de soins. Avec le ministre de la Santé, nous sommes en train de prospecter un certain nombre, je dirais, d'initiatives. La première question qui vient, c'est que pour fidéliser les gens de la région, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un quota? Avec ce risque de se dire que si on fait un quota, on risque de faire une discrimination positive. Par rapport à ce quota, est-ce qu'il n'y a pas des régions qui seront défavorisées par rapport à d'autres? Donc c'est toutes ces questions que nous sommes en train de discuter avec le ministre de la Santé pour s'assurer que dans nos structures hospitalières ne seront pas désertées par les personnels que nous formons. Quelles solutions concrètes pourraient être mises en place pour résoudre les difficultés financières chroniques de l'INAP, et notamment en diversifiant ses ressources de revenus au-delà des subventions gouvernementales? Ma deuxième question, Monsieur le Ministre, comment l'INAP peut-il attirer, et retenir des formateurs qualifiés malgré le gel de recrutement et les contraintes budgétaires afin de maintenir la qualité des informations? Néanmoins, votre préoccupations sont les miennes. Donc, je pense que dans un avenir proche, nous allons transformer cette institution et pouvoir chercher des financements au-delà de ce qui nous donne actuellement le budget national. Pour ce qui est des renforcements des capacités des formateurs, j'en avais discuté avec les présidents de l'université pour pouvoir, dans ce domaine également, renforcer les capacités de ces institutions à travers des systèmes de vacation. Je vous en remercie. Et toujours donc sur les questions-réponses, cet échange constructif, les parlementaires ont interrogé les membres de l'exécutif sur plusieurs enjeux majeurs, notamment la transparence comptable, l'efficacité financière, les défis structurels et les perspectives d'optimisation de la gestion publique. Les ministres ont apporté également des réponses précises et circonstanciées, mettant en évidence les efforts soutenus entrepris par les institutions publiques pour atteindre leurs objectifs dans un contexte économique exigeant. Écoutons. Il s'agit du fait qu'à chaque section d'examen de comptes financiers, les mêmes problèmes reviennent concernant la situation d'irrégularité de cotisation sociale de la CNSS, donc certains établissements publics acquis des arriérés conséquents. Dans cette vision, en tant que chef de l'administration et coordinateur de l'action gouvernementale, que comptez-vous entreprendre pour remédier à ces situations préoccupantes qui est devenue une problématique à caractère récurrent afin de promouvoir l'événement d'un plan de relève créateur de nouveaux emplois pour absorber le chômage des jeunes? Cela veut dire que la CNSS, avant, il y avait un problème. Mais depuis que M. Ousmane est là en tant que ministre du Budget, nous avons réglé ces problèmes. En octobre 2023, jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas de cotisations impayées vis-à-vis des établissements publics. Les précomptes et les prélèvements se font sur place. Au moment où on donne la subvention mensuelle, le ministre du Budget, que je remercie, a ordonné les trésoriers de prélever directement de cette subvention les montants exacts de la CNSS. Quand bien même il existe des arriérés qui datent bien avant. Pour cela, nous avons également initié des facilités avec les établissements concernés. Écoutons donc le Premier ministre maintenant. Que la CNSS accuse des arriérés de certains établissements, mais elle a quand même le pouvoir de saisir le compte. Mais je peux vous dire déjà qu'un certain nombre d'établissements ont vu leur compte bloqué parce qu'ils ont accusé des arriérés des cotisations.
Par ailleurs, les établissements privés aussi qui ne sont pas à jour. Leurs comptes ont été saisis par la CNSS et parce qu'on a donné à la CNSS la puissance publique. C'est-à-dire, comme le Trésor peut saisir le compte. Et voilà qui nous ramène de parler de cette délégation ministérielle donc aux États-Unis. Eh bien, cette délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Daoualé, et ce en présence du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti. La rencontre qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour renforcer les relations bilatérales entre Djibouti et le FMI a permis d'aborder des questions cruciales pour le développement économique du pays. Au cours de cette réunion, les discussions ont mis en évidence l'instabilité régionale et la situation macroéconomique de Djibouti exacerbée par une série de crises exogènes. M. Daoualé a souligné les effets cumulatifs des crises variées, notamment les défis logistiques liés à la chaîne d'approvisionnement mondiale. En bref, et en image avec cet entretien, le chef de la diplomatie qui réaffirme leur volonté de resserrer le lien avec la Somalie. Eh bien, dans un entretien téléphonique hier avec son nouvel homologue somalien, Abdesalam Abdi Ali Di Daï a adressé le ministre djiboutien ses chaleureuses félicitations. Au cours de l'échange cordial, les deux hommes ont réaffirmé leur attachement commun et à l'approfondissement des relations séculaires unissant Djibouti et la Somalie, deux pays frères liés par l'histoire et la culture, ainsi que la solidarité régionale. Direction la Chine, où sur invitation des sociétés chinoises exploitantes le sel du Lakasa, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guidi, a entamé une mission de travail de plusieurs jours dans ce pays. Au premier jour de sa mission en Chine, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guidi, s'est entretenu avec le président du conseil d'administration du groupe chinois Shandong. Au cœur des discussions entre les deux parties, notant les voies et moyens de développer tous les dérivés issus du sel du Lakasal. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet atelier sur la transparence et la bonne gouvernance qui deviennent des impératifs essentiels. La Cour des comptes donc a organisé en ce sens cet atelier régional d'envergure panafricaine, organisé en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Ce rassemblement a mis en lumière un enjeu crucial d'indépendance des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. L'objectif de cet atelier est d'analyser les facteurs informels qui entravent l'indépendance. Ces facteurs, souvent cachés, sont un impact direct sur la mise en œuvre des principes énoncés dans la déclaration de Mexico. Bien qu'adoptée au niveau international, cette déclaration fixe les normes d'indépendance. Les défis posés à l'indépendance ne sont pas seulement liés à la conception des cadres juridiques, ils sont également des facteurs informels tels que par exemple les aspects fonctionnels, financiers et organisationnels. Écoutons sur ce les propos de la présidente de la Cour des comptes. Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques sont les maillons les plus importants et les plus élevés de la chaîne de reddition de comptes au sein de nos pays. On effectue un contrôle indépendant des dépenses publiques. Elles apportent une valeur ajoutée certaine à leurs gouvernements respectifs afin d'améliorer la bonne l'utilisation efficace et efficiente de ressources publiques, le bien-être de leurs concitoyens en vue de promouvoir la confiance du public. La République de Djibouti adhère à la lettre des déclarations de Lima et de Mexico, ainsi qu'à l'esprit de résolution des Nations Unies en faveur de l'indépendance des ISC. Ainsi, la Cour de comptes de Djibouti a connu, depuis sa création dans les années 2000, un renforcement conséquent du cadre institutionnel et juridique qui la régit. La Cour est aujourd'hui une institution constitutionnelle libre de décider de la programmation de ses contrôles, de ses investigations et de la publication de ses travaux. Elle publie chaque année
un rapport général sur ces travaux de contrôle accessibles au grand public et largement diffusés. Si ces acquis sont fondamentaux pour l'accomplissement de ces missions, cependant, sa quête d'indépendance n'est pas tout à fait achevée. De plus, l'étude des facteurs informels reste significative dans notre contexte. Par ailleurs, il convient de souligner que Djibouti s'est engagé dans un vaste programme de réforme des finances publiques dont le maître mot reste l'adhésion aux normes et standards internationaux. Le ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, l'OIT, a organisé un atelier consacré à la promotion de la sécurité et de la santé au travail. Cet atelier qui s'est déroulé au Djibouti Palace à Kempinski durera du 28 au 30 avril prochain et en présence du secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdallah Ali, et qui a vu la participation du conseiller principal du ministre du Travail, M. Khadir Omar Khalileh. L'événement a rassemblé des experts, des responsables des institutions ainsi que des représentants du secteur privé et des organisations internationales. Un atelier qui vise donc à renforcer la sensibilisation sur l'importance de la sécurité et de la santé dans les environnements professionnels, tout en mettant à jour et en révisant la liste des maladies professionnelles. À l'occasion de la conférence internationale du travail, il a été déclaré que le droit à un lieu de travail sûr et salubre est devenu l'un des principes et droits fondamentaux du travail, et c'est ainsi que les conventions en sécurité santé au travail, notamment la C155 sur la sécurité santé au travail de 1981 et la convention 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité santé au travail de 2006 sont devenues fondamentales. L'inclusion du principe lieu de travail sûr et salubre parmi les principes et droits fondamentaux au travail relève de la nature complémentaire de tous ces principes et droits fondamentaux. En effet, l'absence de conditions adéquates en termes de sécurité santé au travail est souvent constatée dans les groupes vulnérables de travailleurs travaillant dans les secteurs dangereux où l'on trouve souvent du travail forcé et du travail dangereux des enfants. Par conséquent, les politiques et programmes nationaux en matière de sécurité et santé au travail devraient inclure les besoins de toutes les catégories de travailleurs en garantissant l'égalité d'accès à des lieux de travail sûrs et sains, aux services de santé publique et aux soins de santé au travail afin de promouvoir le travail décent pour tous les travailleurs. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère du Travail. La SST, ce concept qui rejoint les préoccupations et les valeurs du travail décent qui est à l'agenda de l'OIT depuis des décennies, vise à faire évoluer les travailleurs dans un environnement sûr et sécur et de les protéger des aléas des métiers qu'ils exercent par la promotion des normes nationales et internationales de travail conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention numéro 187 du BIT. Il s'agit d'instituer un cadre pour la SST en milieu de travail et une politique de la prévention des risques professionnels qui est une des priorités de notre politique du développement et celle des Nations Unies à travers l'OED numéro 8. Un groupe de travail constitué des acteurs clés intervenant dans la SST a été mis en place pour rédiger un profil national adapté au pays et mener une réflexion sur les voies et moyens de faire évoluer les instruments existants. Pour la réactualisation des listes des maladies professionnelles à Djibouti, des pistes d'amélioration ont été prospectées. Une plateforme de concertation pour coordonner la réforme et mener les activités de pilotage et de plaidoyer est mise en place avec l'appui de l'OIT.
Et voilà qui nous ramène de parler et du lancement du projet Amélioration du mandat et des pratiques de la Commission nationale des droits de l'homme. C'était aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski. La Commission nationale des droits de l'homme, en partenariat avec l'Union européenne, lance aujourd'hui le projet de soutien à la société civile financé par l'Union européenne. Le dit projet vise à renforcer la gouvernance participative et à promouvoir les droits humains à l'échelle nationale. Ce projet ambitieux a pour objectif principal de renforcer les capacités de la CNDH et afin de lui permettre d'assurer la protection et la défense des droits de l'homme. À travers cette initiative, la société civile est appelée à jouer un rôle de plus en plus actif et structuré dans le processus démocratique. Critique dans l'appui à la mise en œuvre des différentes recommandations de l'évaluation périodique universelle et ainsi soutient la volonté forte des autorités nationales de mettre effectivement en œuvre ces recommandations, dont la création et le soutien et le développement des activités de la Commission nationale des droits humains est un pilier très important. Mais mesdames et messieurs, nous sommes ici entre nous, des praticiens du droit international, des principes de droits humains. Je vois ici la présidente de l'association Talosan et je le mentionne car je vois que d'un côté, ces projets sont nés au même moment, mais ils ont aussi beaucoup d'éléments de convergence. Et je souhaiterais vous dire que, au-delà des résultats immédiats et de l'impact de ce projet, il y a encore quelque chose de très important pour le partenariat entre l'Union européenne et Djibouti. Et pour sa part, le président de la Commission nationale des droits de l'homme s'est exprimé en ces termes. C'est pour moi aujourd'hui une joie et un honneur de procéder aux côtés de Madame l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au lancement officiel de ce projet. Un projet ambitieux qui nous permettra vraiment d'aller dans les régions et les endroits les plus reculés du territoire national et continuer à tisser avec les organisations de la société civile, principal vecteur de la promotion et de la protection des droits humains, des partenariats qui vont bénéficier à tous. La délégation de l'Union européenne, le principal bailleur des fonds, des projets de développement, à travers un réseau de partenaires diversifiés, intervient sur des domaines aussi variés que la protection de l'environnement, le développement des acteurs institutionnels, les soutiens aux organisations de la société civile. Et en nouvelle nationale toujours, la présentation du rapport annuel 2024 de l'équipe des pays des Nations Unies. Eh bien, l'événement a réuni des responsables gouvernementaux, des membres de la communauté diplomatique et des partenaires au développement pour faire le point sur les réalisations de l'équipe des Nations Unies au cours de l'année 2024, ainsi que sur les projets, initiatives menées dans les pays pour soutenir les objectifs de développement durable. Un événement co-présidé par Guéli Delsouma, directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères de Djibouti, et M. José Baraouna, représentant résident des Nations Unies à Djibouti. Je suis très content du travail qu'on fait à Djibouti et du partenariat qu'on a avec les différentes institutions à Djibouti. Je vais commencer par remercier le gouvernement de Djibouti, qui est notre partenaire principal,
Je dis toujours, chaque semaine, probablement, il y a plusieurs réunions entre mes collègues, les chefs d'agence et les différents ministres dans les différents ministères. Il y a un travail très conjoint. Les mêmes dans les bureaux qu'on a dans la région, les équipes qui sont à Bok, à Tajoura, à Dikil, à Lissabieu, je sais qu'ils sont en relation très étroite avec les représentants régionaux du gouvernement et j'espère que ça va, je suis sûr que ça va continuer. Et M. Guélé Idriss Omar, donc directeur de relations multilatérales, s'est exprimé en ces termes. Avant toute chose, je tiens à exprimer au nom du gouvernement de la République de Djibouti notre profonde gratitude envers l'ensemble du système des Nations Unies pour son engagement constant, son accompagnement fidèle et son partenariat fructueux dans la mise en œuvre de nos priorités nationales de développement. Les résultats présentés dans ce rapport sont le reflet d'une coopération solide et d'un engagement constant. Son accompagnement fidèle et son partenariat fructueux dans la mise en œuvre constant, basé sur le respect mutuel, l'alignement stratégique et une volonté commune de répondre aux besoins du gouvernement. L'année 2024 a été marquée par des efforts concertés, des initiatives multisectorielles et des résultats tangibles qui témoignent de l'efficacité de notre collaboration. Que ce soit dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire, de l'adaptation du changement climatique ou encore de la protection civile, les actions conjointes entre nos institutions et les agences onusiennes ont contribué à améliorer le quotidien de nombreux Djiboutiens. Cette coopération exemplaire s'inscrit dans une vision partagée, celle d'un développement durable, équitable et inclusif, où chaque citoyen peut aspirer à une vie meilleure. Elle appuie sur la confiance mutuelle, la transparence et un engagement commun à faire progresser les objectifs de développement durable en parfaite cohérence avec notre vision Djibouti 2035. Mais au-delà des résultats déjà obtenus, nous devons également regarder vers l'avenir avec ambition et lucidité. Car renforcer notre partenariat, c'est aussi innover dans notre manière de travailler ensemble, consolider les mécanismes de coordination et veiller à une meilleure synergie entre les différentes interventions. Nous appelons donc à une intensification de cette collaboration en mettant l'accent sur le résultat concret sur le terrain, visible et ressenti par nos populations. Et en nouvelle donc régionale en Somalie, le pays a donc franchi une étape majeure dans son redressement économique. Avec l'inauguration donc officielle de Sans Plastique, première usine donc de ce pays. Et le Liban avec cette attaque de drones israéliens qui a fait donc un mort dans le sud de ce pays. De drones israéliens a fait un mort dans le sud du pays. Des avions de combat israéliens ont également lancé une attaque aérienne dans le banlieue sud de Beyrouth, marquant la dernière violation en date de l'accord du cessez-le-feu. Un communiqué du ministère libanais de la Santé indique que la victime a été tuée dans la ville frontalière de Halta, sans fournir de détails sur son identité. Des avions israéliens ont également lancé une frappe aérienne dans la banlieue sud de Beyrouth, peu après que l'armée ait eu lancé un ordre d'évacuation pour les habitants du quartier de Hadat, a rapporté l'Agence nationale de l'information. Il n'y a pas eu de précision sur d'éventuelles victimes ou blessés au cours de cette attaque. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un bâtiment détruit en proie aux flammes, tandis qu'une épaisse fumée et de la poussière s'élèvent au-dessus de la zone. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.